Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Lâchez les amarres pour voler de ses propres ailes. Aude Vicaire, Chief Product and Solution Officer de MarketPay. L'intérêt qu'il y avait, c'était pour pouvoir se développer, accélérer et commercialiser finalement les services à l'extérieur du groupe Carrefour. Il faut pouvoir se diversifier. Il y a un intérêt très financier qui est que la valorisation dans les fintechs, on est plutôt sur des multiples d'EBITDA de 15 à 20. Là où dans le retail, on est plutôt sur des valos qui sont plus faibles, de 3 à 4. Donc finalement, cette équipe qui avait été construite, qui avait acquis une expertise, qui avait un premier niveau de développement et de connaissances monétiques, finalement valait beaucoup plus que, valorisée toute seule en tant que fintech, qu'au sein d'un retailer. Servant à l'origine les besoins de Carrefour en matière de paiement, cette fintech est désormais indépendante du groupe et propose ses services à des clients un peu partout en Europe. Aude nous explique les différentes étapes de MarketPay, des tout premiers développements de la maîtrise d'ouvrage à la création de cet établissement de paiement, de sa stratégie de build-up ainsi que l'opération de LBO qu'ils ont faite avec Anacap. Vous verrez que les challenges auxquels doit faire face la société sont multiples car il s'agit ici d'opérer une transformation dans une jeune société en plein développement. Nous passons au crible les changements culturels et organisationnels, les ressources humaines, l'évolution de la stack technique avec les intégrations des sociétés récemment acquises, la création de valeur, la mise en route de l'offre commerciale en Europe et nous parlons bien sûr de l'internalisation de la propriété intellectuelle. Nous terminons sur la perception qu'en ont les différents écosystèmes dans les paiements, mais aussi dans celui des startups. C'est une fintech pas tout à fait comme les autres qui est en train de se pencher sur les stablecoins. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Aude. Bonjour Solène. Alors, je voulais juste adresser un grand merci à Mathieu Stéphanie qui a eu la gentillesse de nous mettre en relation avant qu'on commence. Je voulais lui adresser ce petit merci. On va parler de MarketPay aujourd'hui, qui est une spin-off de Carrefour, du groupe Carrefour. Mais avant qu'on parle de MarketPay, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors bonjour à tous, je suis Aude Vicaire. Donc, je travaille effectivement chez MarketPay. J'ai commencé dans le conseil pendant 13 ans, avant de rejoindre une entreprise, de passer de l'autre côté de la barrière et surtout créer finalement une entreprise à part entière qui est un autre challenge. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu faisais en conseil ? Tu faisais de la transformation digitale ? Transformation digitale, IT. Moi, je suis une scientifique, donc j'ai fait une école d'ingé, prépa, maths P classique, école d'ingé. Et ensuite, conseil en plutôt transfo digital, système d'information. D'accord. Parfait. Et puis, alors, tu es tombée dans le paiement, comme ça. Je suis tombée par hasard dans le paiement, j'avoue. Et puis, un peu, pas comme Obélix, parce que je ne suis pas tombée dedans petite, mais une fois qu'on y a goûté, on se rend compte que c'est un domaine qui innove beaucoup, est en perpétuelle évolution, dans lequel il faut toujours être à jour, toujours apprendre, qui d'extérieur paraît à la fois simple, parce qu'on dit, quand on paye avec sa carte bancaire en magasin, finalement, je mets ma carte, je tape mon code, c'est bon. Mais il se passe plein de choses dans l'arrière-cour et c'est ça qui est intéressant. Alors, MarketPay, tu l'as découvert comme client à la base, hein, c'est ce que tu m'expliquais avant qu'on enregistre, quand tu étais en cabinet. Est-ce que tu pourrais revenir sur la jeunesse de MarketPay, nous expliquer un petit peu dans quel contexte ça a été créé au sein du groupe Carrefour et à quels besoins ça répondait au tout début ? Donc, c'était en quelle année déjà ? Alors, MarketPay a été officiellement créé en 2016. Mais finalement, la réflexion commence même un peu avant. Alors pour reprendre les choses au point de départ, donc Carrefour. Si on parle de Carrefour, tout le monde connaît. C'est un groupe qui est quand même présent sur 3 continents, mais qui est finalement très, très éclaté. Le chiffre d'affaires est concentré sur 4 pays. La France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. D'accord. Ça représente combien ? Ça représente... En termes de chiffre d'affaires, ces 4 pays-là, c'est 2 tiers de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, c'est quand même, surtout avant 2014, c'était quand même gigantesque. Mais pour autant, avec un programme de fidélité typiquement qui est propre à chaque pays. Il n'y avait rien de centralisé, et notamment sur la partie paiement, puisque c'était le cœur de l'origine de MarketPay. Des use cases qui étaient hyper simples, peu travaillés, et pas mal de mécontentement. De la part des clients, parce que finalement, on leur vend une carte pass
une carte de fidélité, de paiement qui ne fonctionne pas forcément au magasin, pour lesquels ils n'ont pas les avantages qu'ils devaient avoir, parce que ce magasin-là, c'est un petit magasin, mais ça marche que dans les hyper et pas dans les magasins de proximité. Enfin bref, une grosse hétérogénéité. Hétérogénéité en termes d'expérience client, en termes finalement d'architecture aussi. Bon, il n'y avait pas de choses similaires, qui n'étaient pas conformes en termes de sécurité aux normes PCI DSS qui étaient en train de se mettre en place. Et il n'y avait pas de pilotage centralisé en fait. D'accord. Ça fonctionnait, c'est-à-dire que tout était développé en interne ou c'était externalisé? Chaque pays avait ses équipes, ses fournisseurs, ses accords, ses négociations, mais à l'échelle locale. D'accord. Donc avec une expérience, donc, comme je dis, qui n'est pas du tout similaire, et même au sein d'un pays, comme on prend typiquement la France, qui est quand même un des gros pays de Carrefour, en fonction du format des magasins, il y avait des accords et des fournisseurs différents. D'accord. Et ça coûtait quand même, à l'époque, plus de 72 millions d'euros. À l'échelle du groupe? À l'échelle du groupe, pour la partie paiement. D'accord. Ce qui est quand même, pour un retailer, un peu d'argent. Et c'est des coûts qui sont très partiels, puisqu'en fait, il y a plein de coûts cachés qu'on avait même du mal à estimer. D'accord. Et l'objectif, c'était évidemment, à l'origine, d'homogénéiser l'expérience, d'améliorer ça pour que le client passe plus rapidement en caisse, bénéficie de tous ces avantages et qu'on facilite le paiement, notamment les samedis en cas de forte affluence en magasin. Éviter les files d'attente qui sont toujours déceptives et puis même qui génèrent une perte de chiffre d'affaires pour les commerçants. Ouais. Donc il y avait vraiment cet enjeu-là. Et puis un enjeu de réduction très pragmatique, de réduction de coûts. Donc c'était un projet interne. On s'est dit, tiens, on va transformer la machine des paiements. Exactement, c'est la partie paiement. Finalement, on voit que ça coûte cher. L'expérience pour le client n'est pas bonne. On a du mal à piloter. Donc on veut centraliser ça pour réduire ses coûts avec un premier objectif. C'était vraiment à toute création de réduire de 15 millions d'euros par an les coûts du paiement en se concentrant sur la France et l'Espagne qui étaient les deux plus gros providers. Donc ça, c'était vraiment toute l'origine. Et pour ça, la première façon de faire, ça a été de centraliser au sein d'une entité, Carrefour Banque, pour dire on va... Qui existait déjà. Okay. Mais on a dit, toutes les ressources qui contribuent au paiement, toute cette expertise-là, plutôt que de l'avoir disséminée un peu partout et de perdre un peu, on regroupe les gens, les compétences, pour pouvoir négocier, pour pouvoir avoir des volumes, pour pouvoir homogénéiser cette partie-là. Ça, c'était vraiment la première étape. Donc ça, c'est un projet de transfo qui est validé par, on va dire, le comité de direction, comité de pilotage X ou Y au sein du groupe Carrefour. Ouais. On décide de transférer ces activités de paiement centralisées chez Carrefour Banque. Et objectif, donc, finalement, c'est moins 15 millions. Voilà, donc ça reste un projet initial de transfo interne, dans lequel toi, tu interviens à titre personnel. Non, là, moi, c'était bien avant, c'était en 2014. D'accord. Et après, ça a été fait. Donc, objectif, moins 10 millions d'économies. Mais finalement, comme c'était au sein d'une banque, on s'est rendu compte que ça consommait beaucoup de fonds propres. Ouais, tout à fait. Et qu'en fait, on pouvait optimiser cette partie-là. Puisque au lieu d'avoir 35 millions de fonds propres, on pouvait en avoir que 13 si c'était pas une banque, mais si on était un établissement de paiement. Intéressant, ouais. Donc, tout à fait. Deuxième étape, ça c'était 2016-2020, c'est la phase, et moi je suis arrivée en 2020, donc c'est vraiment la phase intermédiaire. On a dit on va vraiment créer MarketPay au sein de Carrefour, mais une vraie entité dédiée, établissement de paiement, donc qui n'est pas avec un agrément spécifique. Tout à fait, dédié. Et ça s'est fait avec l'arrivée d'Alexandre Bompard. D'accord, donc vous créez l'établissement de paiement. Ouais. Quel était donc le rôle? C'était vraiment de répondre aux besoins de Carrefour, locaux. Acceptation et acquisition, ouais. Paiement, magasin et e-commerce, sachant que le e-commerce était encore au balbutiant en 2016 chez Carrefour, ça s'est vraiment développé un peu plus tard, notamment sous l'égide d'Alexandre Bompard, et d'élargir, parce que c'était France-Espagne, et d'élargir à Belgique et Italie. Donc faire vraiment le G4 Carrefour et fournir tous les services de paiement, magasin, e-commerce pour Carrefour, à partir de cette entité. Pourquoi vous n'avez pas décidé à ce moment-là, alors tu n'étais peut-être pas là au moment des décisions, mais pourquoi est-ce que le groupe n'a pas décidé d'externaliser et d'aller faire ça avec un établissement de paiement connu de la place, présent en Europe? Pourquoi est-ce que ça a été maintenu en interne? En fait, alors à l'époque, MarketPay était, on peut dire, plutôt en maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est-à-dire que MarketPay pilotait les fournisseurs. Type Ingenico, Worldline, les différents fournisseurs qui avaient vraiment la techno, qui fournissaient les solutions. Mais il y avait besoin d'avoir en interne Carrefour de maîtriser quand même les fournisseurs, parce que à l'échelle du groupe, c'est quand même, là on parle de 1,4 milliard de transactions par an. Donc c'est quand même des gros volumes et on ne peut pas juste donner la clé du camion. Il y a quand même beaucoup de spécifiques. Le programme de fidélité, il reste spécifique par pays. Ouais. Donc il y a beaucoup d'adaptations à faire pour avoir une solution qui soit vraiment fluide. D'accord, donc l'établissement de paiement, finalement, était-il nécessaire?
Est-ce que vous étiez, Oui. Est-ce que c'était obligé d'avoir cet agrément pour pouvoir faire notamment la partie ce qu'on appelle l'acquisition, Ok. qui en langage monétique, Ouais, tout à fait. finalement, si on prend l'acceptation, je fais un très très gros smile, mais l'acceptation, c'est quand vous payez, c'est la page de paiement sur le site e-commerce ou quand on met la carte dans le TPE. Ouais. C'est la notion d'acceptation, on vérifie que la carte n'est pas une carte volée, qu'on peut payer avec, etc. Et après, l'acquisition, c'est tout ce qui se passe finalement après et qui permet aux commerçants d'être financés le lendemain de toutes les transactions qui ont eu lieu dans la journée précédente. D'accord. Et donc pour pouvoir faire ça, là, on manipule de l'argent. On a les discussions avec les schemes Visa, Mastercard, GIECB par exemple. Ouais. Et pour ça, il faut un agrément, il faut être établissement de paiement. D'accord, parfait. Donc merci beaucoup d'avoir été très clair sur la genèse et la mise en route de MarketPay. Alors, comme tu le sais, j'ai envie qu'on parle de la transfo parce que c'est quelque chose qui est très connu, je dirais, dans les grands groupes financiers et moins connu dans des petites structures comme celle-là. Or, pour prendre son envol, et c'est là qu'on parle de la spin-off, on va parler de la spin-off, pour prendre son envol, MarketPay est obligé, encore maintenant, de transformer la façon dont la boîte s'est organisée, dans la façon dont l'IP est créée, la façon dont les prestataires gravitent autour de votre solution de paiement et comment vous transformez l'outil, l'infrastructure. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, si on revient sur la spin-off, est-ce que tu pourrais nous reparler de cet événement-là ? Qui a initié cette opération ? Qui était le sponsor finalement au sein du groupe ? Et qu'est-ce qui a motivé en fait le COMEX, le board in fine, à se séparer, en tout cas partiellement, de MarketPay. Alors, le gros sponsor en interne qui était au COMEX du groupe, c'était Marie Cheval, qui a vraiment œuvré et mis en relation Frédéric Mazurier, donc cofondateur de MarketPay, qui est le président de MarketPay. Et on a eu le support d'Alexandre Bompard et de Mathieu Maliche, qui est le DAF du groupe, pour vraiment créer ce spin-off. L'intérêt qu'il y avait, c'était pour pouvoir se développer, accélérer et commercialiser finalement les services à l'extérieur du groupe Carrefour. Il faut se diversifier. Il y a un intérêt très financier qui est que la valorisation dans les fintech, on est plutôt sur des multiples d'EBITDA de 15 à 20, là où dans le retail, on est plutôt sur des valos qui sont plus faibles, de l'ordre de 3 à 4. Donc finalement, cette équipe qui avait été construite, qui avait acquis une expertise, qui avait un premier niveau de développement et de connaissances monétiques, finalement valait beaucoup plus que valoriser toute seule en tant que fintech qu'au sein d'un retailer. Donc il y avait un intérêt quand même aussi de valo financière et un enjeu pour développer le business à l'extérieur du groupe Carrefour. D'accord. Il y avait aussi cet intérêt-là et de pouvoir finalement continuer à apporter de l'innovation à Carrefour en tant que client. Puisque c'est un élément très important. Ouais, tout à fait. Carrefour reste le client, un gros client pour MarketPay. D'accord. Donc la spin-off a été décidée, ça s'est fait. Ouais. C'était en quelle année ? Alors, les discussions ont commencé en 2020 et MarketPay standalone, donc vraiment sortie du groupe Carrefour, est live depuis fin avril 2021. D'accord. Quand on se sépare d'un actif comme ça au sein du bilan et qu'on lui donne son envol, comment ça se passe au niveau capitalistique ? Est-ce que vous avez dû aller relever des fonds auprès de tiers ? Je pense à Anacap. Est-ce que tu pourrais nous préciser comment ça s'est passé ? Alors, on n'a pas été levé des fonds, mais effectivement, en fait, on a fait une phase de due deal pour avoir un investisseur. On l'a fait en format LBO. D'accord. Donc, c'est un peu différent. Et parmi les acheteurs potentiels, il y avait 3 catégories. C'était ou une banque qui rachète l'asset pour proposer les services, ou un industriel, type un Worldline, ou un fonds d'investissement. Et c'est ce qui a été finalement ce qui a été choisi. Donc, Anacap Financial Partners, fonds d'investissement spécialisé justement dans les fintech, dans le paiement, qui est entré au capital. D'accord. Pourquoi vous avez pris ce parti pris d'aller vers un fonds plutôt que un Worldline ou une banque ? 2 points de vue. Point de vue de MarketPay, là, l'objectif, c'était vraiment de créer une entreprise, de nous positionner sur le marché pour commercialiser et finalement de vivre cette aventure d'entrepreneur. C'était vraiment une vraie volonté et un vrai challenge. Et on découvre que c'est un vrai challenge. Et pour le client, pour Carrefour, en l'occurrence, il y avait aussi un intérêt financier, c'est-à-dire que là, Carrefour reste actionnaire minoritaire, mais reste actionnaire, donc un intérêt au tour suivant de pouvoir aussi récupérer une partie de la mise. Et même en termes d'innovation, de continuer à garder l'innovation, de ne pas se retrouver pieds et poings liés avec un seul fournisseur, qui peut être un peu difficile. D'accord, parfait. Donc ça, c'est très clair. L'opération se déroule, j'imagine, très facilement et très vite. Ça prend du temps. Tu te retrouves avec
avec une société qui ressemble pas vraiment à une start-up. C'est-à-dire que, tu me dis si je me trompe, mais j'imagine que tu vas te retrouver avec une tech qui est vachement dépendante de tiers, avec pas ou peu d'IP, en tout cas en interne, avec des équipes qui ont été habituées à travailler dans un grand groupe et qui vont se retrouver un petit peu esselées, je dirais, avec un client majoritaire qui, certes, va rassurer certainement les nouveaux clients, mais pas forcément encore d'équipe commerciale en place. Alors, comment est-ce qu'on gère dans une start-up la transfo ? Alors, c'est un chantier gigantesque. C'est énorme parce qu'en fait, on ne rentre pas dans les cases. Voilà, ça c'est vraiment le truc. Alors déjà, MarketPay, comme je disais, historiquement était plutôt maîtrise d'ouvrage. En fait, on avait des experts, mais on faisait des projets. Là, d'un coup, c'est l'objectif de la transformation, c'est qu'on doit devenir une entreprise à part entière, qu'on doit finalement faire et non plus faire. Donc on doit développer cette IP et cette stack technique. On doit changer d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on n'est plus une entité de Carrefour, 200 000 personnes dans le monde, mais on est MarketPay au moment du lancement, 80 personnes. Et encore, on a déjà commencé à recruter pour se préparer à ça. Donc, c'est plus... Voilà, quand on se retourne, il y a moins de monde derrière, quand même. Qui veut changer ? C'est l'image. Qui veut changer ? Et qui va être acteur du changement ? Il n'y a plus personne qui lève la main. Non, mais, et puis, on n'est pas une start-up classique qui démarre avec 2 gars dans leur garage pour monter un truc et partir tout petit puis grandir. Nous, en fait, on était un peu plus de 2. Bon, ok, 80, c'est pas non plus... mais on était dans un garage avec déjà 1,4 milliard de transactions qui passaient et qu'il fallait financer tous les jours. Ouais. Donc, voilà, on était à la fois petit en termes d'expérience, petit en termes d'équipe, en même temps avec des volumes, on est réglementé par la CPR, donc on fait pas n'importe quoi. Enfin, avec des volumes, des process, des choses qui sont des trucs de gros déjà, et tout à construire finalement. Donc gros sur de l'existant, c'est ça qui est chaud. Alors, avec un existant et un client qu'il a fallu aussi éduquer, c'est-à-dire que nous il a fallu il a fallu, mais on est toujours dedans. Hein. Donc on se transforme pour passer de finalement on est une DSI interne à Carrefour, donc Carrefour dit un truc, on le fait, on réfléchit pas trop. Là il faut faire du pushback. Et là, ouais, exactement. Et là c'est de s'éduquer nous-mêmes et d'éduquer le client en disant en fait maintenant Carrefour vous êtes un autre client, un client chéri, mais vous êtes un client, donc il faut qu'on trouve le bon mécanisme et on n'est plus en interne. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses où il faut qu'on en discute, il y a des choses où il va falloir, si vous les voulez vraiment, pas de problème, mais il va falloir payer, chose qui n'était pas du tout dans l'esprit des uns et des autres. Donc c'est aussi apprendre à dire non. Ouais, c'est pas facile. Et apprendre à dire non de manière constructive. Ouais. Voilà. Le non commercial. Donc le premier chantier, je dirais, le plus important, tu me dis si je me trompe, c'est plutôt du coup la culture d'une solution qui est pensée pour une entreprise du CAC. On est une start-up obsédée par ses clients, en recherche de traction et agile. En gros, c'est ça. Quoi. Ouais. Alors comment on fait ? Gros sujet culture et un gros sujet du coup recrutement. Alors évidemment, en ce moment, quand on parle recrutement, tout le monde a des problèmes de recrutement, certes, mais nous, on a non seulement les problèmes classiques de on veut se développer, il faut attirer les talents, mais en plus, même dans les personnes qu'on a, ce changement quand même de culture à avoir, tout le monde n'a pas forcément envie de travailler dans une, je vais pas dire start-up encore une fois, mais plutôt dans une fintech, même si on grossit, tout le monde n'a pas envie de ça. Et notamment parmi les gens qu'on avait à l'époque, il y en a finalement, le projet ne les intéressait pas, ils ne se sentaient pas forcément à l'aise, ils ne se retrouvaient pas. Et le confort d'un groupe comme Carrefour leur convenait beaucoup mieux que le challenge de créer une entreprise, encore une fois, qui ne rentre pas dans les cases standards. Alors comment tu changes la culture ? Ça passe par quoi ? Alors, ça passe par... Alors, les recrutements, on l'a dit. Ouais, les recrutements, l'accompagnement, le dialogue. On a mis en place, tu vois, toutes les semaines, on fait un call de 45 minutes avec toute l'entreprise. Voilà, on a le COMEX et toute l'entreprise et on partage, on essaye d'être à la transparence. On donne les infos pour faire prendre conscience à tous de où on en est, de ce qui avance bien, de valoriser aussi tout ce qu'on fait, tout ce qui est bien, de pouvoir aussi faire prendre conscience des difficultés dans lesquelles on est, pour mettre plus de transparence. Plus de transparence, on a aussi beaucoup plus, en termes de Lean, de hiérarchie. Ouais, voilà, il y a quand même, on n'est pas très nombreux, quoi. Donc voilà, il n'y a pas 36 couches. Il n'y a pas 36 couches et il y a beaucoup de tout le monde, quel que soit son rôle, finalement, on fait tous
on met tous la main à la pâte, on est tous très opérationnels. Parce que il faut garder la stratégie, mais en fait, on responsabilise beaucoup plus les gens. D'accord. Donc, première chose, la culture. Les outils aussi, j'imagine, parce que les outils que tu utilises en interne. Le stack technique, la tech, ouais, tout à fait. Parce que là aussi, alors, il y a deux trucs. Il y a toute la partie carve-out de Carrefour, c'est-à-dire que finalement, il y a tous les services qui étaient... on ne s'était jamais trop posé de questions sur la paye. Enfin, c'était géré par les process Carrefour. Là, alors, heureusement, ça a été négocié. C'est pas coupé du jour au lendemain. Mais il y a plein de choses dont on bénéficiait. Les négos étaient faites au niveau du groupe. On en bénéficiait aussi. Et puis, il a fallu tout renégocier. Et là, on est en train de finir la partie carve-out pour remonter nos propres archis, nos propres serveurs, notre propre nom de domaine, enfin des choses très basiques, comme tu vois, le nom de domaine qui appartenait à Carrefour. Donc toute la partie mail, enfin voilà, tout ça qu'il a fallu réinternaliser. Donc c'est toute cette partie vraiment très, je dirais, couche basse, tu vois, mais qu'il faut mettre en place. Ça, c'est plutôt les outils de support. Ouais, toute l'interne, la partie support, mais qui au quotidien aussi, si on arrête de payer nos collaborateurs, ça... ça va se voir. Et puis toute la partie vraiment là pour le coup plateforme technique client. Donc ça, on avait déjà commencé parce que l'idée était quand même un peu derrière. Donc on avait commencé à construire des choses qui étaient vraiment à nous pour faciliter l'onboarding des commerçants, pour le support, etc. Et puis pour accélérer quand même ce développement, parce que même si on recrute, quand on compare à des acteurs qui sont directement nés dans la tech, qui ont fait le parcours classique, je dirais, de la start-up qui grossit, ils arrivent à des tonnes de développeurs. Nous, on les a pas. Donc ce qu'on a fait aussi, on a fait des acquisitions. Déjà mobiles, qui sont donc une start-up spécialisée dans tout ce qui est paiement mobile, basé à Caen, et Acoustic Payment Platform, qui est un PSP et un switch d'acquiring qui est basé au Danemark. Et donc là, qui nous apporte justement aussi une partie de la stack technique qu'on n'avait pas en interne et qui nous permet aussi de nous appuyer sur des solutions maintenant internes et qui nous apportent les développeurs et ces compétences-là qu'on n'avait pas. D'accord. Donc vous allez pouvoir construire à partir de maintenant, sur base de ces briques, votre propre infrastructure en tirant profit de ce qui a été mis en place par ces deux startups que tu as citées. Déjà mobile, on l'avait déjà construit avec eux, mais ils étaient externes. Et donc maintenant, ils sont au cœur de notre solution, d'une de nos solutions qui est une app de paiement mobile, qui permet d'accepter en fait des paiements depuis un téléphone. D'accord. Donc, on n'a plus besoin de TPE. Tu peux directement, en tant que commerçant, encaisser tous les paiements depuis ton smartphone. Donc, et ça, c'était un de nos fournisseurs finalement. D'accord. Donc là, on a internalisé cette IP-là qui était au cœur de notre solution, sachant que les briques avant et après étaient déjà à nous. Donc là, vraiment, on a une solution qui tourne chez nous. Et le Danemark, on est en train justement de les intégrer pour s'appuyer sur leur plateforme. D'accord. Donc ça, c'est la stack technique. Si on parle... challenge commercial aussi. Voilà. Donc c'était ma troisième question, mais elle était partie, elle est revenue. Voilà. Comment est-ce que tu... Alors, un gros challenge aussi. Parce que c'est confortable, tu as ton client, j'imagine, qui génère une grosse partie du PNL, de ton revenu. Pour quelques chiffres, au moment du deal, le chiffre d'affaires était 99% Carrefour. Et maintenant, il est passé à 74%. D'accord, pas mal. Et Et l'objectif, c'est que fin 2023, ça a moins de 50%. Alors, l'objectif, c'est pas d'avoir moins de flux avec Carrefour. Hein. Non, mais c'est plutôt de développer la partie client hors Carrefour. Alors, comment tu construis cette proposition de valeur qui est inexistante, entre guillemets, au départ, puisque tu as vraiment du projet. Un unique client. Ouais. Comment est-ce qu'elle s'est construite? Alors, la proposition de valeur, ça fait l'objet, tu vois, on l'a pas forcément fait dans l'ordre classique non plus. Mais on a commencé par finalement leur proposer les services qu'on fournissait à Carrefour, acceptation omnicanal, acceptation acquisition, donc magasin e-commerce, à l'extérieur de Carrefour. Et pour ça, on a dû quand même rebattre un peu nos cartes et techniquement faire évoluer ce qu'on avait chez Carrefour depuis un moment, parce que trop spécifique pour pouvoir être commercialisé. Ouais. Donc il y a eu toute une partie quand même de oui, en fait c'est pas juste je débranche et je branche ailleurs, non, en fait je reconstruis quoi. Donc, merci de préciser. Ça a été quand même un peu j'imagine un peu speed. Et finalement faire évoluer cette offre en étant beaucoup plus à l'écoute des clients et comprendre finalement le marché. Et on s'est rendu compte que l'idée qu'on avait a priori, en fait, elle n'était pas tout à fait. On était parti en disant on connaît bien Carrefour, on connaît bien les grands acteurs tier 1 en France. Allez, on va aller les voir. Donc finalement, on s'est rendu compte que ce qui marchait bien, c'était les distributeurs en Belgique, parce qu'il y avait une opportunité de marché super, et donc en fait, ça marche très bien, et en Italie.
D'accord. Donc c'était pas, du coup on a pivoté Ouais. en disant tiens, que l'Italie on n'avait pas prévu d'être ce pays aussi tôt et aussi fort. En fait on va reprioriser certains moyens de paiement typiquement parce que ce marché-là est hyper prometteur. Et puis finalement la France c'est pas le gros tier one parce que ça prend vachement de temps, c'est très long, le site commercial est très long, beaucoup plus que ce qu'on avait anticipé. Encore une fois, on était très naïfs. Non, vous êtes en phase de discovery, on va dire. Exactement. Et finalement, c'est plutôt ce qu'on appelle nous le tier 2, donc c'est plus de 10 millions de chiffre d'affaires, de 10 à 100 millions. Ça reste un gros paquet, mais avec des cycles de décision qui sont un peu plus courts, donc qui nous permettent de transformer plus rapidement. Même si on continue les discussions avec les très gros, mais voilà. Donc on s'est repositionné vraiment sur ces marchés-là. On développe l'écosystème avec les acteurs type consultants, un cabinet de conseil qui vont accompagner les clients, donc qui vont nous amener des appels d'offres. Donc c'est tout cet écosystème-là qu'on développe. Et puis en fait le côté commercial, là aussi c'est un gros changement on parlait de culture, mais on revient à ce sujet de culture, c'est qu'on n'avait pas cette culture-là forcément. La plupart on n'avait pas besoin de l'avoir. Donc ce côté obsession client, là on est en train, on l'acquiert, on la développe, on recrute dans cette perspective-là. Et finalement, l'équipe commerciale, on a changé quand même 3 fois de directeur commercial. Parce qu'il faut à la fois... on s'est cherché, on n'a pas forcément eu les bons... on s'est planté aussi, il n'y a pas eu une bonne adéquation. Et l'équipe commerciale est en pleine transformation aussi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le côté, le challenge qu'on a vécu là, l'année dernière, c'est de trouver cette offre, de trouver ce positionnement. Parce que on n'est pas juste un nouvel acteur technique en fait. En plus, on vient du retail, donc on a un positionnement un peu différent. On a acquis quand même une connaissance de ce qui se passe au-delà de la technique en fait. On connaît bien aussi tous les impacts que ça peut avoir, que le paiement peut avoir sur les équipes back-office, sur la réconciliation, en termes de trésor, en termes de tout le back-office, de la réconciliation, etc. Des choses qui peuvent prendre un temps infini, qui sont nécessaires, mais qu'on peut simplifier. Et on a cette expérience-là. Donc c'est ça qu'on veut passer justement aux commerçants avec lesquels on travaille. Ouais. D'accord. Alors intéressant parce que quand on parle des différents écosystèmes, pas uniquement en France mais un petit peu partout en Europe, le statut, je te dirais, j'aime pas ce terme de statut, mais la dénomination de start-up est vraiment hyper spécifique. Ouais. On a une image en plus mentale très forte. Comment est-ce que, venant vous de la grande distrie, vous avez été perçu par ces différents écosystèmes? Parce que vous avez besoin certainement de vous reposer sur ces différentes fédérations, associations, etc. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu quelle était la perception? Ça m'intéresserait. Je ne sais pas si tu peux donner beaucoup de non, mais au sein de l'écosystème du paiement, on était déjà très présent. En fait, on représentait Carrefour, donc on était déjà présent. On a toujours eu et on continue d'avoir cette carte-là et cette position-là. On représente le retail. Donc, on n'a jamais été perçu comme un acteur tech ou comme un industriel ou comme un banquier. Tu vois, on est vraiment côté entre les cases. On est côté marchand. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. On fournit des solutions de paiement, mais on est vu comme on représente les commerçants, on représente les marchands. Donc on garde ce positionnement-là finalement. On travaille bien entendu avec l'écosystème bancaire puisque sont des partenaires aussi. Ce sont des gros émetteurs, donc on est forcément même des acquéreurs en relation avec eux. On travaille. C'est assez drôle d'ailleurs de voir les témoignages quand on discute avec des entreprises, des fournisseurs qui nous connaissent depuis quelques années et qui nous disent mais ça n'a plus rien à voir avec le MarketPay d'il y a encore 1 an. Ouais. Vous avez changé. Et alors, ouf. Non mais c'est la transfo a marché. La transfo a marché, ouais. Et surtout, elle est visible parce que nous, on la sent, on la vit. Enfin voilà, avec les bonjours et les moins bonjours. Mais en fait, elle est aussi visible de l'extérieur. Elle est visible des clients qu'on a et qu'on avait les quelques clients qu'on avait avant qui voient aussi le changement. Et elle est visible des partenaires avec qui on travaille qui disent c'est un peu c'est plus la même chose quoi. Ouais. Mais c'est un travail du quotidien. Ouais, tout à fait. Ça a été qui votre premier client? Notre premier client après Carrefour? Hors Carrefour, Torf. Torf. C'est en Belgique. D'accord. On a une relation particulière avec la Belgique. Champagne. Non mais attends, c'est quand même marquant. Ouais, tout à fait. Et on continue de les chouchouter. J'allais dire le champagne, c'est un truc. On sait fêter les bons jours. Parfois aussi les mauvais. D'accord. Parfait. Donc actuellement, votre offre à ce jour, c'est quoi? Donc nous, on a une offre d'acceptation-acquisition omnicanal.
donc, en Europe. Et ensuite, on a des moyens de paiement, un moyen de paiement qu'on appelle Pay by Bank, qui est du virement compte à compte, notamment très pertinent quand c'est des gros montants pour lesquels la carte ne passe pas. Ouais. Donc, dès qu'on est en B2B ou qu'on est un acteur qui a typiquement dans le voyage, où les paiements sont élevés. C'est du virement, mais avec un parcours client beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de l'IBAN du commerçant. Et on a une app de paiement mobile, donc, comme je disais, qui transforme un téléphone en terminal de paiement. D'accord. Donc là aussi, on télécharge une application, on est capable d'encaisser des paiements. Donc très pratique pour tout ce qui est Q-boosting, petite boutique, mais même chez des gros acteurs qui ont déjà des hôtes de caisse avec des tablettes, typiquement qui font tout l'accompagnement client avec toute la partie expérience client et qui à la fin doivent rediriger leurs clients vers la caisse. Là, ils n'ont plus besoin, ils peuvent directement encaisser depuis la tablette. D'accord. Beaucoup plus simple. Et on est en cours de regarder, évidemment, on est paiement innovation, on regarde tout ce qui est crypto également. Ah tiens, parle-nous-en. J'allais te demander c'est quoi les prochaines étapes. C'est quoi alors pour accepter le paiement en crypto? Accepter le paiement en crypto, même si en termes d'adoption grand public, on sait qu'on est encore tout au début de l'histoire et qu'en termes de volume, ça va pas chambouler les choses. Hein. Mais on est aussi en train de créer une structure à part entière pour émettre un stablecoin. Intéressant. Tu peux en parler, ça, ou pas? C'est pas encore officiel. C'est pas encore. Enfin, voilà. C'est en création. Ça va être lancé. En création. Ouais. Ok, super, génial. Mais c'est marrant ça que vous ayez pensé à ça parce que c'est encore autre chose. Ouais, mais c'est venu par le paiement en fait, parce que si on veut accepter de la crypto, on se rend compte que du Bitcoin, c'est bien, mais c'est pas transactionnel. C'est plutôt un instrument de spéculation. D'accord, très intéressant. Il y a d'autres news comme ça? Après, on continue de travailler sur d'éventuels build-up. Donc voilà, ça continue. Mais là, j'ai pas d'annonce. D'accord. Et une prochaine levée d'annonce à faire. Non, en fait, comme on est en format LBO, on n'a pas de levée de fonds. Donc c'est un autre challenge, ça aussi. J'en ai pas parlé, mais par rapport à certains acteurs qui ont des moyens pour recruter, vendre, et quitte à vendre à perte, parce que c'est pas. Ils ont les moyens et donc on dit ce qu'on veut c'est prendre des parts de marché et puis on verra plus tard, on sera rentable peut-être un jour. Nous on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Pas du tout le même horizon de temps sous LBO. Non, pas du tout, et c'est pas la même mentalité non plus. Alors l'avantage c'est qu'on a quand même un gros client, comme je disais, qui nous assure un revenu et qui nous permet justement de rembourser la dette et d'avoir ce socle qui nous permet de nous développer. Et avec ça, c'est le bon côté. Le moins bon côté, c'est que justement dans cette transformation de culture et en mode, en même temps, on est des entrepreneurs, donc comme on dit, on se retourne, il n'y a plus personne derrière nous. Finalement, d'avoir ce gros client, faut pas que ça nous endorme. Faut pas que ça nous assoupisse. Ah non, c'est clair. En mode, on se repose parce qu'on a la béquille. Non, en fait, même si elle est là et c'est très bien, faut pas comme s'il y avait pas. Et faut avoir faim. Tu vois, faut vraiment avoir faim. Faut vraiment se bouger parce que et ça fait partie de la transformation, ça fait partie du challenge. D'accord. Et tu m'as pas parlé vraiment des écosystèmes startup. Je suis désolée, je reviens sur mon point parce que quelle est la perception qu'a une startup comme MarketPay dans les écosystèmes start-up où tu vas retrouver des entrepreneurs qui ont mis toute leur tripes depuis quelques mois, qui bossent dans leur garage, par rapport à vous qui arrivez déjà avec votre client? Est-ce que la perception est... On rentre pas dans les... Comme je disais, en fait, on rentre pas dans les cases. Et alors, je définis pas MarketPay comme une start-up parce qu'effectivement, quand on dit start-up, on imagine le truc un peu bootstrap et les deux entrepreneurs qui ont 25 ans et qui ont mis toute leur expérience. Je caricature énormément, mais c'est pas notre cas. Et donc le fait de pas rentrer dans les cases, on est parfois vu quand on dit on est des entrepreneurs, finalement c'est vrai, on n'a pas le parcours classique, donc on commence petit, on grossit. Nous on a commencé, on était gros et donc on doit tout apprendre comme un petit, sauf qu'on est gros. Enfin c'est un autre challenge. Mais et sur plein de pays. Mais c'est pas, mais c'est honnêtement c'est pas plus simple. Non, c'est vraiment pas plus simple. Mais du coup on rentre pas dans les cases. Et parfois, pour la petite anecdote, on a voulu adhérer à une association d'entrepreneurs. Donc j'ai été parrainée et tout, pas de problème, et on fait tout le truc bien et on me dit non. Alors, j'avoue que ça m'a vexée. Faut pas le prendre perso, ça non, c'est pas bon. mais quand même, je dis mais zut, parce que oui, on n'est pas classique, mais on a des choses à apporter. Finalement, on a les mêmes problématiques que n'importe quelle start-up, que n'importe quelle entreprise. Innovante parce que finalement, on a quand même exactement les mêmes problématiques de collaborateurs, RH, de réglementaires, on a tous les mêmes problèmes. On a certes un fonds d'investissement, on a certes, comme tu dis, c'est pas une personne qui a mis toutes ses tripes toute seule, mais on a quand même mis toutes nos tripes et on les met au quotidien, toutes nos tripes. Et on a des choses à apporter et des choses à obtenir aussi. Enfin, c'est vraiment de l'échange. Et donc, il a fallu... on est revenu...
Non, mais on est revenu par la fenêtre. Non, mais ça a été. On est revenu par la fenêtre pour essayer de les faire bouger. Parce que oui, on rentre pas dans la case, mais on a quand même une case à nous qui est intéressante. Ouais. Et on a réussi à adhérer. D'accord, c'est bon. Donc ça y est, maintenant vous êtes acceptés dans la communauté. Non, mais exactement. Mais en plus, ouais. Enfin, c'est marrant parce que dès que tu rentres pas dans la case, tu te rends compte que, je vais pas dire que ça dérange parce que c'est pas de ce niveau-là. Mais tu rentres pas dans la case, quoi. Donc les gens, ils n'arrivent pas à te mettre. Et donc t'es ni à gauche, ni à droite, ni au milieu, du coup, on sait pas trop. Donc on dit non. D'accord. Écoute, c'était intéressant. Merci beaucoup, Aude, de t'être prêtée au jeu. Surtout que c'est ton premier podcast. Ouais. Quel livre ou podcast tu pourrais nous recommander avant qu'on se quitte? Alors podcast, forcément, Génération Do It Yourself, de Mathieu et Stéphanie. Et puis, alors, pour la petite anecdote aussi, des émissions pour enfants que je trouve très bien. Les Odyssées sur France Inter, où j'apprends aussi des choses. Donc voilà, pour ceux qui ont des enfants, c'est... C'est pas pour toi? C'est pour ton fils? C'est pour mon fils. Mais moi, j'en profite aussi. Parfait, merci Aude, c'était top. Merci pour ta transparence. Merci Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!